Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. C'est une découverte majeure faite par des chercheurs américains sur la sclérose en plaques, une maladie qui frappe 2,8 millions de personnes dans le monde. Cette maladie serait en effet causée par un virus déjà connu, le virus d'Epstein-Barr. Nous sommes en compagnie du professeur Pierre Claveloux, doyen de médecine de l'UFR de Clermont-Ferrand et neurologue au CHU de Clermont-Ferrand. Professeur Claveloux, bonsoir. Bonsoir. On savait que le virus d'Epstein-Barr était responsable de la maladie de la mononucléose infectieuse, de maladies auto-immunes, des lupus ou encore du diabète de type 1. Aujourd'hui, c'est une certitude, il est aussi responsable de la sclérose en plaques. Alors c'est une très longue histoire qu'on mène les neurologues qui nous occupons de la sclérose en plaques sur l'hypothèse virale de la maladie, et en particulier Epstein-Barr virus, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce virus a un tropisme pour certains lymphocytes, les lymphocytes B. Il y a un élément d'excitation qui est apparu avec l'apparition de thérapeutiques qui déplètent de façon très significative ces lymphocytes B et qui ont action sur la sclérose en plaques. Et donc ça relance le débat sur Epstein-Barr virus. Mais des données épidémiologiques sur ce virus sont déjà assez anciennes et viennent conforter plusieurs éléments. D'abord, en premier, c'est que, de façon un peu crue, il n'y a pas de sclérose en plaques, ou à de rares exceptions près, qui n'ait pas été confronté à Epstein-Barr virus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patients avec une sclérose en plaques qui ont des anticorps anti-Epstein-Barr virus. Alors c'est une maladie qui reste celle qui est donnée par Epstein-Barr virus, qui est bénigne, qui apparaît plutôt à l'adolescence, comme vous le savez, qui donne donc la mononucléose infectieuse. Mais des éléments sont... Et pourquoi est-ce que 10 ans après la sclérose en plaques apparaît, puisque c'est vers l'âge de 30 ans que les premières manifestations de la maladie neurologique apparaissent, donc plus 10 à 15 ans après la confrontation à Epstein-Barr virus, ce sont des points d'interrogation. Néanmoins, dans les études pédiatriques et dans les études chez l'adulte, on sait que plus on a une expression clinique de la maladie mononucléose infectieuse, vous savez qu'ils peuvent donner donc des atteintes amygdaliennes, des mononucléoses notamment au niveau hépatique, un grand état de fatigue, et bien plus cette expression clinique est forte, plus le risque de développer une sclérose en plaques est important. A contrario, oui, pardon. Non, c'était pour donner la parole aux vraies voix pour qu'elles échangent avec vous. Allez-y. Alors, les vraies voix, vous avez... Oui, allez-y, professeur. Je vais rajouter une chose, c'est que 95% de la population française est positive pour Epstein-Barr virus, pour dire combien ce virus est diffusé. Or, il n'y a pas 95% de patients atteints de sclérose en plaques dans notre pays, où on estime qu'en gros, il y a 120 000 patients qui sont reconnus comme ayant une sclérose en plaques. Donc, il faut poursuivre un peu pourquoi est-ce que Epstein-Barr virus est responsable, comme vous avez dit, d'autres maladies. On en est persuadé, il y a des tas d'arguments sur lesquels je reviendrai éventuellement, mais à l'échelle des modèles animaux, à l'échelle des réflexions immunologiques peut-être un peu complexes. Néanmoins, ça augure de la possibilité effectivement de pouvoir peut-être développer un traitement préventif, mais on en reparlera un peu plus tard. Les vraies voix. Alors, j'aurais une question vraiment très naïve, parce que les virus, quand même, il ne vous aura pas échappé, professeur, que depuis quand même 2 ans maintenant, les Français quand même s'intéressent beaucoup à la virologie et aux vaccins. Et d'abord, merci parce que là, je me mets à la place de toutes les personnes qui ont une mononucléose dans leur vie. J'imagine qu'elles vont avoir la boule au ventre à se dire, mince, j'espère que je ne vais pas me payer une sclérose en plaques. Donc, si vous pouvez peut-être revenir sur la proportion et sur rassurer tout le monde. Et puis, une autre question très naïve, est-ce que s'il y a vraiment une origine virale à la sclérose en plaques, est-ce que ça veut dire que peut-être on peut rêver un jour d'un vaccin qui protégerait de cette maladie? Professeur Claveloux. Pour revenir à la première remarque, effectivement, il y a une différence énorme entre le nombre de gens infectés par un virus dans notre pays, seuls 5 à 6% n'ont pas été confrontés à ce virus, et seulement 120 000 patients atteints de sclérose en plaques. Donc tout le monde ne développe pas une maladie auto-immune comme vous l'avez signalé, ou d'autres maladies dont on sait qu'elles ont une relation potentielle avec Epstein-Barr virus. Donc il ne suffit pas simplement d'un seul virus pour développer la maladie. Probablement que ce virus est un élément qui est un élément déclenchant
mais qui va se révéler plus tard, c'est-à-dire que le virus apparaît sur un organisme qui est génétiquement prédisposant. Ça ne veut pas dire que la sclérose en plaques est une maladie génétique, mais qui a des facteurs de risque, en particulier sur sa capacité à développer des maladies auto-immunes, et ce virus pourrait être un élément de starter. Ce que l'on sait simplement, c'est que plus l'expression clinique est importante à la phase de l'adolescence, plus le risque est important. Mais tout le monde ne développera pas de sclérose en plaques. Loin de là, je pense qu'il faut rassurer tout le monde. Et le traitement de la mononucléose infectieuse, qui n'existe pas, c'est purement un traitement symptomatique, n'a en rien d'action sur le risque de développer ou pas une sclérose en plaques. Par contre, la deuxième question est tout à fait captivante. Oui. Philippe Bilger. C'est le vaccin, mais on reviendra plus tard. Oui. Monsieur le professeur, à écouter vos explications limpides, je me demande, mais pardonnez la naïveté de cette question, pourquoi dans ce registre les avancées sont si lentes? Parce que quand je vous écoute, ça paraît tellement simple de relier les mots au remède. Qu'est-ce qui fait que parfois des avancées considérables pour la santé des gens sont si lentes? Alors parce que d'abord, la sclérose en plaques est un diagnostic que l'on fait de mieux en mieux actuellement grâce à l'affinement des critères diagnostiques, dans lequel, outre les éléments cliniques, il y existe des éléments paracliniques. Alors avec l'étude par ponction lombaire du liquide cérébrospinal qui baigne notre cerveau, mais surtout l'imagerie qui est devenue très largement disponible dans tous nos pays, et les critères diagnostiques ont évolué progressivement pour rendre ce diagnostic de plus en plus précoce. Ça, c'est le premier élément. Mais il existe quand même des retards de diagnostic parce que l'expression clinique de la maladie peut n'être pas dans sa phase initiale où les symptômes peuvent durer peu de temps, être rattachés à cette maladie initialement, même si on estime que l'on gagne de plus en plus de temps pour ce diagnostic. Deuxièmement, les études épidémiologiques sont des études extrêmement lourdes à mener parce que il faut faire des analyses sérologiques, il faut faire des suivis de patients pendant de très nombreuses années, et puis il faut confirmer sur des modèles animaux, et on sait dans Epstein-Barr virus que ces modèles animaux sont très compliqués parce que, par exemple, les souris ne sont pas infectées par Epstein-Barr virus, ce qui fait que dans ces modèles d'inflammation murin, on a quelques difficultés. Néanmoins, dans d'autres modèles de la maladie, mais beaucoup plus compliqués à gérer, comme des modèles de singes, on sait qu'il peut y avoir des anomalies directement liées à Epstein-Barr virus. Donc, et puis, quand on s'intéresse au cerveau des patients, on n'a pas beaucoup de cerveaux analysés de patients sclérose en plaques parce que ce sont des gens jeunes où on les voit très tardivement et on les a pas à la phase initiale de la maladie, là où les choses se jouent. Et il y a tellement de variations dans les techniques qu'on a quelques difficultés pour confirmer effectivement qu'il y a des présences dans le cerveau de traits d'Epstein-Barr virus. C'est pas le virus tout seul. Mais ce qui est intéressant... Oui. Non, mais Françoise Degois, très court, et le professeur Claveloux, très court aussi. Moi, je ne veux pas interrompre le professeur Claveloux. En fait, je voulais simplement savoir, parce que je sens que vous mettez tous les freins habituels, vraiment, du professeur qui explique attention, mais parce que vous voulez peut-être pas créer un sentiment comme ça, un espoir désopilant, ça sera long, mais quand même, c'est une avancée considérable, professeur. C'est quelque chose qui peut redonner un espoir incroyable à toutes les familles. Et à tous les malades surtout. Oui ou non? Professeur Claveloux. Oui, bien évidemment. Et ça, c'est le souhait de pouvoir avoir un vaccin prophylactique, non pas pour bloquer l'infection, mais pour bloquer le fait qu'il y ait une réaction inflammatoire très forte qui pourrait concourir à développer la maladie. Et donc, les possibilités que nous offrent actuellement les sociétés qui développent les vaccins avec des nouvelles techniques pourraient non pas empêcher Epstein-Barr virus, mais pourraient peut-être empêcher l'apparition d'une maladie induite ou dans laquelle Epstein-Barr virus pourrait intervenir. Et ça, c'est un élément tout à fait novateur. Après, il faut le démontrer, et ça, c'est pas si simple parce qu'il nous faut une durée de temps de suivi assez importante. On suivra ça de très près. Merci beaucoup, professeur Pierre Claveloux, doyen de médecine de l'UFR de Clermont-Ferrand et neurologue au CHU de Clermont-Ferrand. Tout de suite, notre grand débat. Merci beaucoup. Recours contre le pass vaccinal au Conseil constitutionnel, la gauche est-elle la véritable opposition à Macron? Vous êtes 20% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve en compagnie de Anne Lorblin, députée LR du Maine-et-Loire.